Madame Winkler, en 1997, à l'âge de 24 ans, vous avez eu une expérience de mort imminente. Comment cela est-il arrivé? En effet, c'était en mars 1997, c'était lors d'une tentative de suicide. Ce qui a mené à cet acte est une longue histoire. Ça remonte en fait à une époque où je souffrais d'une crise existentielle. C'était à l'âge de 16 ans, une situation dont je n'arrivais pas à me libérer. L'origine était ma première relation amoureuse, c'était avec un jeune homme. Donc quand j'étais adolescente, une relation qui était faite de violence et d'humiliation. Nous sommes restés ensemble quelques années. Après 3 ans, j'ai réussi à me libérer de son emprise, mais l'estime et le respect que j'avais pour moi étaient pour ainsi dire anéantis. Pendant longtemps après, je n'étais plus capable d'avoir de relations. J'ai pourtant essayé maintes fois d'avoir un compagnon, convaincu qu'un jour je trouverais le partenaire idéal. Nous étions donc en 1997 quand j'ai rencontré quelqu'un. C'était une personne qui voyageait beaucoup, donc nous ne pouvions pas nous voir très souvent. Par conséquent, nous avions décidé de partir en vacances ensemble afin d'apprendre à mieux nous connaître. Il y avait plein d'autres personnes là où nous étions en vacances et il est vite devenu évident qu'il s'agissait en fait de vacances communes. Une confrontation s'en est suivie évidemment et avec de nouvelles humiliations. Il est devenu clair pour moi que je ne pouvais pas rester davantage et qu'il me fallait partir. Nous avons eu une violente dispute. J'ai réalisé que tout ça n'avait plus aucun sens, d'autant que cela s'était déjà produit au 2e ou 3e jour de nos vacances. J'ai donc décidé de faire mes bagages et de rentrer chez moi. Nous étions dans le sud de la France. J'espérais que, voyant que je partais, il m'aurait emmené à la gare. Il y avait suffisamment de véhicules sur place, mais j'étais trop fière pour lui demander de m'emmener. Toutefois, j'étais certaine que lorsqu'il me verrait prendre la route, il me suivrait et me proposerait de m'emmener à la gare, car c'était assez loin. Eh bien non, il ne m'a pas suivi. Je suis donc partie à pied et j'ai fait du stop. La première voiture qui s'est arrêtée, malheureusement, fut fatale. Ce fut une erreur terrible. C'était la voiture dans laquelle il ne fallait pas monter. Je suis donc restée par la suite dans un endroit perdu, un jour et une nuit. Il a fallu encore une journée avant que je n'arrive chez moi. Ce voyage a été pure agonie pour moi, jalonné donc d'une longue série de catastrophes. Je me sentais traquée, considérée comme du gibier, j'étais tourmentée, inquiète, j'avais vraiment très peur et j'avais sauté de la voiture en marche, me blessant au passage. Donc voilà les conditions dans lesquelles mon voyage de retour s'est déroulé. Et pendant le retour, donc, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, et notamment quand j'attendais le train à la gare. Et je me suis dit, je ne pouvais plus supporter cette situation. Si ma seule raison d'être sur Terre, c'était d'être sans arrêt la proie des autres, ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, une personne m'approchait et m'utilisait comme bon lui semblait. C'était ainsi. Je n'étais plus capable de supporter tout ce que j'avais enduré précédemment. Je ne pouvais plus gérer mes peurs, face à la possibilité notamment qu'il y aurait encore d'autres obstacles, m'entraînant encore plus profondément dans ce gouffre. Je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir m'assurer que rien de tel n'allait plus jamais m'arriver. Je suis arrivée à la conclusion que la seule solution était de ne plus être là, de ne plus exister. En conséquence, sur le trajet, avant de rentrer chez moi, je me suis arrêtée dans plusieurs pharmacies, me procurant tous les somnifères que je pouvais, sans ordonnance. J'ai pu acheter 5 boîtes en tout et chacune avait 20 comprimés, donc des dosages différents évidemment. J'ai mis tous les cachets dans un bol pour que ce soit plus facile à avaler. J'ai sorti chaque cachet de son alvéole jusqu'à avoir les 100 cachets dans le bol. Je me suis ensuite préparée à boire tout ça avec de l'alcool fort parce que je pensais que ce serait plus facile. Et je me suis finalement mis à prendre les cachets. Toutefois, ce fut plus difficile que je ne le pensais, puisque après avoir avalé 5 ou 6 cachets, les cachets restaient coincés dans ma gorge. Et je sentais bien que j'en avais pris suffisamment pour être malade, mais pas suffisamment pour ne plus me réveiller.
Donc j'ai commencé à ajouter de l'eau et encore de l'alcool dans le bol et à mélanger tout ça pour faire de la bouillie. J'ai ensuite avalé tout ce que j'ai pu. C'était une quantité assez conséquente, il ne restait plus grand-chose dans le bol. Il fallait que ça aille vite. Je me suis allongée sur le canapé avec la télé allumée. Et j'ai attendu que quelque chose se passe, mais je m'étais complètement trompée parce que je pensais que j'allais m'endormir, tout simplement. Ça n'a pas du tout été le cas, au contraire, je suis devenue tout d'un coup très très agitée. J'avais la sensation que mon corps se mettait à trembler, y compris mes jambes. Je n'arrivais plus à contrôler mon corps. Et pendant tout un moment, j'ai eu vraiment très très peur de ce qui allait suivre. Je me suis alors dit, pourvu que ça aille vite. Puis à un moment, tout d'un coup, c'était terminé. Je me suis retrouvée au milieu d'une lumière extrêmement brillante dans laquelle je me déplaçais, me demandant d'où venait cette lumière et pourquoi tout était si lumineux. Je regardais autour de moi, émerveillée. Et je réalisais que je ne sentais pas mes pas quand je marchais. Je ne me sentais pas marcher. Je ne sentais plus mon corps du tout. On a toujours, vous savez, une sensation quelque part dans le corps, un endroit qui démange, par exemple, quelque chose comme ça, mais là, plus rien. Il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, c'était vraiment parfait. Je n'avais désormais plus aucune peur, je n'avais plus aucune inquiétude, tous mes problèmes avaient disparu. Exactement comme on pourra en rêver, mais bien mieux encore. J'ai donc savouré tout ça. Et j'ai continué à me déplacer, entièrement fascinée par cette lumière et ce sentiment incroyable de bien-être que je n'avais jamais connu. Après un certain temps, à me déplacer comme ça, j'ai aperçu un point au loin. Alors je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et je me suis dirigée dans cette direction. Le point s'est rapproché jusqu'à ce que je puisse voir à un moment une table, et à cette table, une personne assise. Les bras croisés comme ça, complètement immobile, et qui m'attendait. Cette personne me regardait approcher. J'ai continué de marcher dans cette direction, et quand je me suis approchée plus près, j'ai reconnu mon grand-père. À cette époque-là, mon grand-père était décédé depuis 7 ans. Avant de mourir, mon grand-père donc avait été hospitalisé. Je savais qu'il était très gravement malade. Je n'arrivais pas à gérer la mort d'une personne à cette époque-là. Ma mère me demandait toujours d'aller rendre visite à mon grand-père à l'hôpital. Mais bien sûr, l'adolescente que j'étais, rebelle et égoïste, lui répondait toujours « oui, oui, quand j'aurai le temps ». Je ne suis donc pas allée le voir, puisqu'il est décédé avant que je ne trouve le temps de lui rendre visite. Et c'était maintenant incroyable de le revoir, de pouvoir le voir à nouveau. Je pensais, il est là, je vais pouvoir réparer le mal que j'ai fait en n'allant pas lui rendre visite à l'hôpital. Maintenant, je peux le prendre dans mes bras. J'étais si heureuse à cette perspective. J'ai ouvert mes bras en disant, papy, je voulais juste le prendre dans mes bras. Et il ne s'est pas mis debout. Et quand il a vu que je m'approchais de lui, il m'a empêché de poursuivre, en me disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et sur un ton que je n'avais jamais entendu de ma vie. C'était un ton de rejet, sans émotion, montrant rancœur et colère. J'étais vraiment choquée. Je ne comprenais pas le sens de sa question. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne comprenais pas la question. Je regardais juste autour de moi. Je ne pouvais pas lui donner de réponse. Quand il m'a dit « Assieds-toi », il était debout de mon côté de la table, car moi, je n'avais pas le droit d'aller de son côté. Et tout d'un coup, il y avait maintenant une chaise qui n'était pas là avant, ça j'en suis certaine. Et cette chaise était placée de telle façon que je n'avais plus qu'à m'asseoir. Donc je me suis assise, attendant la suite. Mon grand-père m'a alors dit « Tu dois retourner, tu dois repartir afin de prendre un nouveau départ. » Il m'a dit ça sur un ton très ferme, que je suis incapable de vous décrire. C'était un ordre. C'était sans équivoque. Dans un premier temps, je n'en ai pas cru mes oreilles. Il ne pouvait pas me renvoyer. J'étais si heureuse d'être là désormais. Et ça avait été ma décision de quitter ma vie.
Donc j'avais l'intention de lui expliquer pourquoi. Je lui ai simplement dit, Papi, je ne peux plus continuer comme ça. Je n'en peux plus de ma vie. Je voulais lui expliquer les raisons de ma décision, mais il ne m'y a pas autorisé. Ça ne l'intéressait aucunement. Ça ne l'impressionnait pas non plus. Il a immédiatement répété ce qu'il avait déjà dit sur un ton encore plus péremptoire. Tu repars maintenant afin de recommencer à zéro. Et c'était terminé. Je ne sais pas du tout comment je suis revenue. Je me suis juste réveillée, allongée sur mon canapé. Et vous savez, vous ouvrez les yeux, vous reconnaissez votre salon. Il y avait un bruit désagréable, comme des gémissements, des bruits de respiration bruyantes, un peu comme des grognements d'animaux. Tout d'abord, ça m'a fait peur et je me suis demandé, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis très rapidement me sont venus des mots très sages. Je n'appartiens à aucune église. Vous savez, je ne suis pas croyante, en tout cas pas dans le sens traditionnel du mot, mais j'ai entendu ma propre voix sans avoir parlé à haute voix pour autant, et ces mots pleins de sagesse ont pénétré le plus profond de ma conscience. Dieu nous donne la vie et Dieu nous reprend la vie. J'ai alors pensé, oh mon Dieu, là j'ai vraiment tout gâché. Hein. Déjà avant ça, j'avais fait n'importe quoi, mais là, c'était vraiment terrible. En conséquence, j'avais vraiment peur de revivre ce dont je ressens encore les répercussions aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais bouger ma tête, je pouvais ouvrir les yeux. J'ai essayé de me lever, mais je ne pouvais pas. Par ailleurs, j'étais un peu perdue en ce qui concernait mes repères du temps, de l'espace. C'était un peu comme des cycles d'éveil et de sommeil en alternance, sans arrêt. À un moment, il est possible que je me sois endormie et puis réveillée à nouveau. Puis à un moment, j'ai réalisé que je pouvais sentir mon bras droit lorsqu'il est tombé du canapé, ce qui m'a rendue heureuse. À un autre moment, je me suis rendormie, réveillée, puis j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. La pression sur ma vessie était vraiment très forte. J'ai donc tenté de me lever, mais j'en étais incapable. Toutefois, ce qui était possible pour moi, c'était de me laisser rouler du canapé, et je me suis retrouvée donc par terre, et j'ai ensuite rampé jusqu'aux toilettes. J'étais pour ainsi dire incapable de bouger davantage. J'ai essayé de parler, mais la seule chose qui sortait de ma bouche, c'était une sorte de grognement, de croassement. Quand j'essayais donc de parler, je ne pouvais émettre que des sons bizarres, des bruits de bêtes. Finalement, j'ai atteint les toilettes et puis j'ai réussi à me hisser sur le siège. Enfin, c'était pas une mince affaire. J'ai toutefois réussi, bien contente d'y être parvenue. Pour autant, rien ne se produisait. J'étais incapable d'uriner malgré la forte pression sur ma vessie. Je n'arrivais pas à le croire. Et cet état que j'ai décrit précédemment s'est prolongé un long moment. J'avais également tout à fait conscience d'avoir des hallucinations parce que j'étais très consciente de mon corps, en fait. Je souffrais, j'étais triste, j'avais peur. Et toutes ces perceptions étaient si présentes à nouveau que je n'en revenais pas. J'ai alors réalisé que ma tentative de suicide avait échoué. Et la question était, que va-t-il se passer désormais? Quels problèmes vont maintenant s'ajouter à ceux que j'avais déjà et qui avaient mené à cette tentative? Quelle influence a eu cette expérience sur votre vie future? Au départ, il n'y a eu aucune conséquence. J'ai d'abord dû faire face à beaucoup de problèmes physiques essentiellement. Je ne savais pas si je n'allais pas désormais avoir des séquelles, si je n'allais pas perdre l'usage de certains de mes organes sensoriels. Ensuite, un autre souci est que j'avais écrit une lettre de suicide et je ne savais pas si elle avait été reçue. J'avais fait cela afin de maintenir une pression sur moi-même. J'ai donc établi des contacts. Parce que dans cette lettre de suicide, j'avais essayé d'expliquer les raisons. J'avais contacté mes parents de cette façon. Il fallait maintenant expliquer toute l'histoire, les raisons pour lesquelles je souhaitais mettre fin à ma vie et que ma tentative de suicide avait échoué. Je ne savais pas si j'allais être capable d'échapper aux conséquences et réussir à gérer mes problèmes. Il me fallait en parler, parce que j'étais incapable de surmonter ça toute seule. Cependant, cela a pris pas mal de temps. 2 ans, en fait, avant de commencer une thérapie adéquate. J'ai suivi une psychothérapie pendant 5 ans. C'était une psychanalyse. Les aspects liés au suicide y ont été traités. Ça a très bien marché. Mon thérapeute était formidable.
Et à un moment, on a abordé ce qui s'était passé pendant la tentative de suicide. Je savais parfaitement que je n'avais pas halluciné. Et pourtant, il était évident que ça ne pouvait être que ça. C'était tout à fait différent de ce que j'avais vécu auparavant. Il m'a écouté, puis il m'a dit non. Il est évident qu'en conséquence des nombreux cachets que vous aviez avalés, il s'agissait bien d'hallucinations. Tout d'abord, j'ai été très déçue. Puis je me suis dit qu'il savait ce dont il parlait, c'était lui l'expert. Il me fallait maintenant bien intégrer que mon expérience avait été un figment de mon imagination et qu'il me fallait oublier tout ça. J'ai effectivement réussi à mettre tout ça de côté pendant de nombreuses années. Et c'est en fait l'année dernière, exactement 20 ans après, que j'ai vu le film de Gabi Köster. Un rhume aurait suffi. Je savais qu'elle avait eu un AVC, mais je ne savais pas qu'elle avait vécu une expérience de mort imminente. Donc j'ai vu ce film, Un rhume aurait suffi, et il y a la scène où elle voit un champ de fleurs, là où moi j'avais vu une lumière brillante. Et elle rencontre son père, et son père lui pose la même question que celle que mon grand-père m'avait posée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Son expérience était la même que la mienne. De même, quand elle se demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis alors dit qu'il ne pouvait s'agir d'une coïncidence et que je n'allais pas continuer à me laisser convaincre du contraire, qu'il ne s'agissait pas que de mon imagination. Donc par la suite, j'ai commencé à travailler sur mon expérience. J'ai lu des livres sur ce sujet, me familiarisant avec ce sujet peu commun. Et un jour, environ 6 mois après, je suis tombée sur votre chaîne et il était clair pour moi que j'étais désormais prête à regarder à nouveau cette situation de plus près, m'autorisant à vraiment y porter attention. Parce que la refoulée ne m'avait rien apporté de bon. Ça m'avait durci le cœur. À partir du moment où j'ai à nouveau accepté de me pencher sur cette expérience, en prenant en compte mes sentiments, en les honorant, en parlant, mon cœur s'est adouci. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus à lutter contre moi-même autant. Cette expérience, elle fait partie de moi, ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement refouler. Ça fait partie de vous. Ça ne vous quitte pas, c'est toujours là. C'est ce que j'ai remarqué dans ma vie quotidienne. C'est juste que j'essayais de gérer tout ça toute seule. Parfois, quand j'étais à l'extérieur, mon grand-père, je pense très souvent à lui. Et quand je pense à lui, je suis très heureuse, très heureuse qu'il m'ait renvoyée, ne m'autorisant pas à aller à lui, ni de l'embrasser. Même si je suis convaincue qu'il aurait souhaité que je le fasse. Mais il savait aussi bien que moi que ce n'aurait pas été bon. J'ai une moto et quand j'en fais sur de très jolies routes, j'ai une profonde joie au fond de moi. Je crie alors ma joie, remercions mon grand-père. Merci papy, c'est une chose formidable. Et je suis certaine que la prochaine fois que je me retrouverai là, ce sera désormais différent. Cette fois, il m'embrassera et je suis sûre qu'il me dira « Je suis fière de toi ». Parce qu'entre-temps, tant de choses se sont passées. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des moments difficiles avec mes parents, mais aujourd'hui, nous sommes devenus beaucoup plus proches. Cela est arrivé quand ils ont commencé à me pardonner pour ce que j'avais infligé, je m'étais infligé à moi-même et pour ce que j'avais infligé aux autres. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Ma façon égoïste de voir les choses s'est transformée. Et en conséquence, tant m'a été redonné. Mon père est tombé gravement malade. Il n'a jamais été croyant. Mais il y a peu de temps, il m'a dit « Je prie pour toi ». Je l'ai regardé interloqué, parce qu'il ressortait toujours de l'église à reculons, juste avant que les portes de l'église se referment, avant que la messe ne commence. Alors avant, je n'aurais jamais été capable de comprendre ça. Mais aujourd'hui, ça me rend incroyablement fière. C'est ce qui compte. Donc j'ai pensé, nous avons accompli beaucoup. Il y a également un aspect positif au sujet de la mort. Nous la considérons comme un événement si tragique. Bien sûr, évidemment, la mort signifie la perte, mais elle n'est pas que ça. La mort implique également des choses extraordinaires comme celles dont j'ai fait l'expérience. C'est juste dommage que ça ait été aussi court. J'aurais aimé que l'expérience dure plus longtemps. Mais comme je l'ai dit précédemment, la mort revêt des caractéristiques merveilleuses. En ce qui me concerne, ce qui m'habite, c'est ma mission, mon but.
c'est de laisser quelqu'un qui est sur le point de mourir partir en paix. Quand ce sera pour moi le moment de l'accompagner, de pouvoir le laisser partir, apporter de la paix. Voilà les problèmes qui ont été résolus dans ce contexte. C'est la tâche qui m'a été donnée et que j'ai comprise, c'était le message. Je ne suis en aucun cas revenue omnisciente, ayant réponse à tout. Au contraire, la confusion est encore plus grande qu'avant. Bien sûr, je suis capable de mieux comprendre certaines choses maintenant, mais d'autres questions apparaissent qu'il faut gérer. Je sens que c'est un nouveau chemin que je peux suivre. C'est mon chemin. Je l'ai enfin trouvé. Et d'une certaine façon, je me retrouve à nouveau au début du chemin. Mais ce chemin-là, je peux le suivre. Je l'ai trouvé. Et je vais le suivre. Madame Winkler, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir.